Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mater Mon Assiette. Chaque mois, je partage le micro avec un professionnel de la santé. Nous parlons alimentation, nous décelons le vrai du faux, nous nous appuyons sur des faits scientifiques mais partageons surtout des conseils pratiques pour y voir plus clair. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de cancer et d'alimentation avec le docteur Ingrid Tenissen, gynécologue, oncologue et homéopathe. Pour l'état de santé, il est important de manger sainement pour prévenir l'apparition d'un cancer, mais surtout pour maintenir une alimentation normale et éviter la dénutrition au cours d'un traitement anticancéreux. Mais ce n'est pas facile et se nourrir relève souvent de l'épreuve quand la fatigue prend le dessus et que l'appétit, le goût et l'odorat se retrouvent altérés. Vous n'êtes pas seul à traverser cette épreuve et pour vous aider à maintenir des habitudes alimentaires saines et à retrouver de l'énergie grâce à l'alimentation, après la maladie, le docteur Tenissen a accepté de répondre à mes questions. Bonjour docteur. Bonjour Marie, merci pour cette invitation. Je suis contente de pouvoir partager mon expérience. Donc, je suis de fait gynécologue et homéopathe, pas vraiment oncologue en ce sens que ce n'est pas moi qui traite les patients pour le cancer, mais par contre, je suis spécialisée en soins de support, c'est-à-dire accompagner les patients pendant leur traitement pour préserver leur qualité de vie, favoriser la tolérance au traitement et surtout le retour à un nouvel équilibre santé. Vous apparaissez comme souvent une référence en matière de médecine intégrative. Et donc, est-ce qu'il serait possible pour vous d'expliquer en 2 mots à nos auditeurs ce que c'est que cette médecine intégrative? Oui, alors la médecine intégrative, c'est un peu la médecine du 21e siècle. C'est la médecine qui combine le meilleur de la médecine conventionnelle et donc la médecine conventionnelle, c'est, j'ai envie de dire, la médecine comme on a l'habitude de la pratiquer, qui est une médecine très pharmacologique et relativement interventionniste, avec les pratiques complémentaires. Et les pratiques complémentaires ont une approche qui va beaucoup plus du côté de préserver la santé et retour à la santé, donc plus focus santé. Et donc la médecine intégrative va combiner cette médecine conventionnelle aux pratiques complémentaires, mais qui sont validées par une partie de la communauté scientifique pour proposer aux patients une approche individualisée, globale, et j'ai envie de dire qui peut qui augmente au maximum, qui maximise les chances de retour à la santé. Quand je dis validé par une partie de la communauté scientifique, les médecines complémentaires, ça c'est vraiment un processus évolutif. Parce que quand moi j'ai fait mes études de médecine, un psychologue dans un service d'oncologie, c'était de la médecine complémentaire. Une diététicienne dans un service d'oncologie aussi, c'était quelque chose qui ne faisait pas partie de la prise en charge conventionnelle normale. Et maintenant, on n'envisage plus un service d'oncologie sans psychologue. Et petit à petit, on voit que les mœurs se changent, on n'envisage plus un service d'oncologie sans peut-être avoir accès à de l'acupuncture, sans avoir accès à des techniques de méditation, à de l'activité physique adaptée, à des soins de support plus spécifiques qu'avec un homéopathe. Donc, on voit que c'est vraiment un processus, une médecine qui s'enrichit des progrès de la science, mais qui s'enrichit aussi des progrès de la science avec les médecines complémentaires, dont la nutrition. Oui, justement, c'était ma question. Quelle place a l'alimentation dans la médecine intégrative? Alors l'alimentation fait partie des piliers de la santé. Donc je disais que la médecine intégrative était très centrée sur préserver la santé et le retour à l'état de santé. Et l'état de santé se base sur 4 piliers. Donc avant on disait 3, maintenant on est passé à 4. C'est l'activité physique, l'alimentation, la gestion du stress et le sommeil. Et dans les congrès de médecine intégrative, on vient de distinguer stress et sommeil parce que ces deux, au fait, ils ont tendance à aller ensemble, en binôme, mais au fait, c'est deux fonctions physiologiques et deux piliers de santé différents. L'alimentation est vraiment la base, une des bases de la prise en charge des patients, d'avoir une éducation à la santé. Et ce que j'ai oublié de dire, quelque chose de très important autour de la médecine intégrative, c'est que le patient est acteur. Ça se fait autour du patient.
Et dans le choix des médecines complémentaires, par exemple, si le patient dit écoutez, moi les aiguilles c'est pas du tout mon truc, ben on ne va pas lui proposer de l'acupuncture. Il est quelque part acteur de sa santé et responsable pas responsable dans le mauvais sens du terme, mais responsable dans le sens empowerment, acteur de sa santé. Vous êtes chargé de cours au CERDEN, donc au Centre européen pour la recherche, le développement en nutrithérapie et l'enseignement de la nutrithérapie. Donc j'imagine qu'il apparaît évident qu'un lien important est à faire entre le cancer et la nutrition en termes de prévention en cours de traitement ou pour retrouver l'énergie après la maladie. Alors ça, c'est une question très très intéressante parce que le cancer, c'est un processus, ce sont des étapes, un parcours de soins comme on a l'habitude de dire. Alors si on se met dans l'étape prévention, on sait qu'une alimentation équilibrée va prévenir la survenue des cancers. Et ça, c'est vraiment scientifiquement démontré, en tout cas pour le cancer du côlon et pour le cancer du sein. Donc une bonne hygiène alimentaire va prévenir l'apparition de cancer, ça c'est clairement démontré. Pendant le traitement, vous l'avez mentionné, une bonne alimentation va permettre de mieux supporter, de mieux tolérer les traitements, surtout en évitant la perte de poids et la perte de la masse musculaire, parce que le pronostic du cancer est lié à la masse musculaire et à l'équilibre nutritionnel. Ça a été aussi démontré, et particulièrement pour d'autres cancers, mais pour les cancers ORL, pour le cancer du pancréas, pour le cancer de l'ovaire. Et puis, il y a donc, par rapport au pronostic, éviter la perte de poids et surtout la masse musculaire. Puis, il y a l'alimentation qui soigne, j'ai envie de dire l'alicament. Pendant le traitement, on peut avoir de la constipation, on peut avoir des épisodes de diarrhée, de sécheresse cutanée, de fatigue importante. Donc là, l'alimentation peut avoir un rôle comme coup de pouce pour la gestion des effets secondaires. Et puis, une fois qu'on est guéri, l'alimentation est indispensable à deux niveaux pour garder la forme et retrouver la forme dans toute cette période de convalescence, et puis pour prévenir l'apparition d'un deuxième cancer, parce que on se rend compte que quelqu'un qui a fait un cancer est plus en risque d'en faire un deuxième cancer. Et puis, il y a certains cancers qui, malheureusement, comme le cancer du sein, peuvent récidiver. Donc, l'alimentation a un rôle dans éviter la récidive et prévenir l'apparition d'un deuxième cancer. Et pour éviter la récidive, ça a également été démontré pour le cancer du sein. Donc, il y a de plus en plus d'études qui montrent que dans la prise en charge du patient qui passe par l'épreuve du cancer, l'alimentation est importante. Alors, dans la médecine conventionnelle, pour le moment, le focus est autour de ne pas perdre de poids pendant les traitements lourds. Et c'est vrai que parfois les patients viennent me voir et me disent écoutez, j'ai demandé à voir une diététicienne. Je vois énormément de patients qui ont le cancer du sein. J'ai demandé à voir une diététicienne et elle m'a dit vous pouvez manger tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que mes amis me disent, c'est pas ce qu'il y a sur Internet. Et alors, là, parfois, ça fait une fracture entre la médecine conventionnelle et la prise en charge des diététiciennes qui sont formées à éviter que les patients perdent du poids et perdent de la masse musculaire, et les prises en charge de soins de support où on a un autre focus. Mais pour moi, ça n'est pas du tout opposé. C'est juste, il faut voir le conseil santé, le conseil nutrition, à quel moment il s'inscrit dans le parcours du soin du cancer et avec quel objectif. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à opposer la pratique du nutrithérapeute ou du conseiller en alimentation avec la pratique du diététicien. Et en effet, comme vous le dites, je pense que ce sont deux pratiques qui sont clairement complémentaires parce que les approches sont relativement différentes, même fondamentalement différentes en fait, mais très complémentaires parce qu'en effet, les diététiciens ont cette formation vraiment de la technicité de l'alimentation, alors que le nutrithérapeute va plus être dans une démarche holistique, plus globale, vraiment en prenant en compte le patient dans sa globalité. Oui, mais le projet de la consultation, je pense que le projet n'est pas le même. C'est-à-dire que la diététicienne qui est formée à « je vais aider mon patient à ne
pas perdre des plumes, parce que c'est vraiment perdre des plumes, la perte de poids, la perte de la masse musculaire, je vais l'aider à faire ça pendant le traitement, elle, c'est son objectif. Et je dois dire que dans des situations, et de nouveau, c'est certains cancers spécifiques, cancer du pancréas, cancer de l'ovaire, même des cancers de côlon très très compliqués avec des chirurgies lourdes, des chimios lourdes, même moi qui suis formée en nutrithérapie et qui l'enseigne, comme vous l'avez dit, j'envoie mes patientes, je les adresse aux diététiciennes parce que elles ont une véritable compétence dans tout ce qui est compléments nutritionnels oraux, dans tout ce qui est gestion de troubles de la prise de sang. Elles ont une véritable compétence qui est spécifique. Elles savent aussi identifier les patients qui doivent être envoyés pour une alimentation entérale ou parentérale. Donc, et elles peuvent accompagner le patient là-dedans, mais la place du nutrithérapeute, du médecin ou de la praticienne en nutrition, elle se situe, je pense, très fort dans la prévention et dans la prévention du cancer, dans l'accompagnement des patientes qui n'ont pas ce risque de perte de poids et de perte de masse musculaire, parce que le cancer du sein n'est pas un cancer, même si le traitement est lourd, où il y a ce risque de perte de poids et de masse musculaire, mais le cancer du sein, c'est un des cancers où on sait qu'une éducation à la santé change la tolérance au traitement, change le pronostic au niveau survie et au niveau risque de récidive. Donc, il y a vraiment pas d'opposition. Et ça, je pense que c'est une notion que les patients doivent comprendre et aller voir une diététicienne pour savoir que faire pour bien manger pendant mon cancer, c'est pas s'adresser à la bonne personne. C'est comme aller faire réparer son vélo chez un garagiste. Enfin, voilà, parce que la mobilité de la voiture n'est pas là. Enfin, vous voyez, c'est ça l'image. Mais le garagiste est indispensable pour quand la voiture est en panne. Et donc, il y a vraiment un travail de collaboration qui est intéressant, je pense. Et on a tout intérêt à communiquer les uns avec les autres, comme toujours, hein, en matière de professionnels de santé. Mais comme vous l'avez dit, beaucoup de facteurs différents comme le type de cancer, le stade de la maladie, les effets secondaires liés au traitement font fortement varier l'état nutritionnel des patients. Et certains souffrent, comme vous l'avez dit, de dénutrition et d'autres, à l'inverse, prennent trop de poids. Alors, quelles sont les conduites à tenir dans chaque situation? Oui, et alors ça, c'est vraiment très très intéressant, c'est-à-dire que c'est une prise en charge individualisée selon le type de cancer et selon euh, le moment du traitement où on se trouve. Alors par rapport à la prise de poids, on s'est rendu compte que avec cette peur de perte du poids, maintenant on l'a plus vraiment. Les patientes après chimiothérapie avaient grossi. Les patientes suivies pour cancer du sein après chimiothérapie avaient tendance à grossir un petit peu. Les patientes qui sont sous cancer du sein, de nouveau, traitement hormonal adjuvant, donc on donne des hormones après le cancer du sein pour prévenir la rechute. Là, elles ont aussi une tendance à la prise de poids. Cancer de la prostate, les hommes ont aussi une tendance à la prise de poids. Et là, on retrouve une éducation à la santé, à une hygiène alimentaire qui se superpose aux autres tendances à la prise de poids. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans les mêmes facteurs, excès de consommation de sucre, excès de consommation de mauvaise graisse, insuffisance de consommation de légumes. Donc là, c'est vraiment une éducation à la santé à la santé alimentaire qui va permettre de prévenir les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète. Et là, les conseils, c'est la moitié de votre assiette, ça doit être des légumes. Faire attention au sucre raffiné, pas à l'excès de pâtisserie, à l'excès de produits transformés et ultra transformés, aux boissons sucrées. Bon voilà, là on se retrouve dans un accompagnement alimentaire pour éviter la prise de poids. Si on veut vraiment être à la fois prise de poids et focus prévention du cancer, là, ce qui a vraiment été démontré, c'est base végétale. Avoir, je répète, la moitié de son assiette, la moitié de sa ration alimentaire, ce sont des plantes, comme les Américains disent plant-based diet. Donc, c'est une diète avec vraiment
autour du légume. Et quand je fais des ateliers sur l'alimentation et cancer du sein, je dis, écoutez, au lieu de dire quelle viande on mange, quelle protéine on mange, c'est-à-dire que dans la conception d'un repas, on parle, l'élément central en général, c'est les œufs, le poisson, la viande qui se décline, le poulet, et on construit son repas autour de ça. Je pense que c'est très important de construire son repas autour des légumes. 1, 2, 3. Plus il y a de légumes, mieux c'est. Plus on varie au niveau des types de légumes et des couleurs de légumes, plus on sait qu'on aura un apport complet en vitamines, en minéraux, en antioxydants. La variation entraîne une richesse alimentaire, et la variation alimentaire, la variation végétale va également nourrir notre microbiote, parce que notre microbiote, c'est-à-dire notre flore intestinale, est très importante pour l'immunité et pour le moral. Et donc, en ayant une alimentation variée, on va, au niveau, de manière générale, et aussi au niveau des légumes, on va assurer une flore intestinale variée, et donc on est tout bon. Donc, 1, base végétale, 2, des huiles de qualité. Je dis souvent aux patients, manger bio, c'est mieux. Pourquoi? Parce que vous n'encombrez pas, vous n'encrassez pas votre système avec les pesticides, les conservateurs qu'on ajoute après la cueillette, les insecticides, les engrais. Donc vous n'avez pas toutes ces molécules chimiques à éliminer. Vous ne fatiguez pas vos organes d'élimination. Les organes d'élimination que sont le foie, les intestins, les poumons, les reins sont mis à rude épreuve pendant un traitement chimiothérapeutique. Donc, et avec l'âge aussi, ils ont tendance à se fatiguer. Donc l'avantage de manger bio, c'est de ne pas entraîner une surcharge de travail pour tous nos organes d'élimination. Et donc je reviens à la qualité des huiles, parce que les produits chimiques, les pesticides, les engrais se fixent dans les huiles et sont beaucoup plus compliqués à éliminer au niveau du corps. Donc les huiles de qualité, s'il y a une chose qu'on doit acheter bio, c'est les huiles. Et les huiles, c'est le beurre, les différentes huiles qu'on utilise dans la cuisine. Aussi penser aux oléagineux, qui sont une source excellente et énergétique et de corps gras de qualité. Et puis, il faut savoir que les protéines sont constituées, donc les protéines animales sont également fort grasses, donc la viande, les œufs, le poisson, vraiment être très attentif à la qualité de ces protéines, parce que c'est des aliments plutôt gras, et il faut éviter autant que possible des aliments de mauvaise qualité, transformés et ultra transformés. Et là, c'est l'étape suivante. Donc, autant que possible, éviter les aliments transformés et ultra transformés. Il ne faut pas manger des aliments qui sortent d'une usine. C'est un peu la règle. Et alors, ce que je conseille aux patients, c'est des petits trucs faciles. On regarde sur l'étiquette et il faut 5 ingrédients maximum, plus de l'eau. Donc c'est 5 plus 6 si un des ingrédients c'est l'eau. Sinon, vous êtes sûr que vous êtes dans un produit transformé, et c'est vrai également pour les produits bio. J'ai été très très déçue de voir que dans les biscuits bio, par exemple, on peut avoir du sirop de blé, du sirop de maïs comme agent sucrant, et c'est du blé bio, mais le sirop de blé n'est pas un agent sucrant naturel, c'est un agent sucrant ultra transformé. Donc, bio ou pas bio, il faut éviter la main de l'homme et de l'industrie agroalimentaire. Bien sûr, boire l'eau. J'ai l'habitude de dire tout ce qui n'est pas de l'eau, c'est manger. Vraiment, ce qui hydrate nos corps, ce qui hydrate nos cellules, ce qui leur permet de fonctionner correctement, c'est avoir suffisamment d'eau, et pas passer sa journée à boire du thé et des tisanes et autre chose que de l'eau. Le corps a besoin aussi d'avoir de l'eau pure. Donc ça, c'est important d'avoir 2, 3, 4, 5 verres d'eau pure pendant la journée pour permettre à l'organisme de bien pouvoir nettoyer. Aussi, une des phrases que je dis, c'est qu'on n'arrose pas ses plantes avec des tisanes, on les arrose avec de l'eau, parce que c'est des images pour renforcer la qualité nutritive d'une bonne eau. Ça semble bizarre à dire, mais
elle en a. Éviter les sucres. Une alimentation hypercalorique va s'accompagner d'un état pro-inflammatoire qui est un état métabolique qui favorise le développement du cancer et d'autres maladies, va favoriser le surpoids qui est également un facteur de risque. Donc les sucres raffinés et ultra raffinés, les aliments qui sortent de l'industrie, trop sucrés, trop salés, il faut éviter. Donc ça c'est déjà mis en place quand on élimine les produits issus de l'industrie, et favoriser des sucres de qualité. Je n'ai pas la chasse au sucre, je pense pas qu'on doit se rendre la vie impossible, mais quand on mange du sucre, j'ai envie de dire, c'est du bon sucre, des céréales complètes, du sucre de qualité, qui vont apporter et de l'énergie et des nutriments, pas juste des calories vides. Alors se pose la question des produits laitiers. Les produits laitiers en quantité modérée, et cancer du sein, cancer de la prostate, c'est quand même, on conseille d'éviter le lait de vache. Parce qu'il y a quand même des facteurs de croissance hormonaux, c'est quand même un liquide qui contient des hormones, et ce sont des cancers hormonodépendants. Le lait transformé, yaourt, fromage blanc, fromage, on peut, mais avec modération. Donc les produits laitiers avec modération. De nouveau, c'est des corps gras, yaourt, fromage blanc, fromage, enfin surtout fromage blanc et fromage. Donc là, on revient sur la nécessité de tout ce qui est gras, de veiller à la qualité. L'alcool avec modération, donc c'est un facteur de risque du cancer. Un verre par jour pour les femmes, maximum 3 verres par jour pour les hommes. Voilà, donc l'alcool, après il y a d'autres études qui disent que la détente et le plaisir que l'alcool procure peut contrebalancer le stress. Moi, je pense que une des règles, c'est de ne jamais dépasser, inonder nos systèmes de réparation. Donc, un petit peu avec modération, ça, c'est mieux qu'une grosse cuite chaque fois qu'il y a une fête. Et toujours enfin jamais et toujours, c'est compliqué en nutrition, mais faire des pauses, pas boire tous les jours, avoir au moins 24 heures tous les 2-3 jours, 4 jours pour ne pas boire de l'alcool au quotidien. Avoir suffisamment de protéines dans son alimentation. Les protéines sont importantes, c'est celles qui vont être à la base de nos fonctions cellulaires. Tous nos enzymes sont fabriqués à base de protéines, de notre masse musculaire, fameuse masse musculaire, qui est quand même un signe de résistance au traitement, et qui est corrélée à notre vitesse de vieillissement. Donc il faut avoir suffisamment de protéines. Et on oublie, mais tout ce qui est notre système immunitaire, c'est un système de molécules protéiques. Donc il faut avoir suffisamment de protéines dans son alimentation. Mais on peut avoir suffisamment de protéines avec une diète équilibrée, même à tendance végétarienne, ou ne manger que des œufs et du poisson. Mais il faut être attentif à avoir suffisamment de protéines, et avec la valeur ajoutée des légumineuses. Les légumineuses, c'est vraiment excellent. C'est un aliment qu'on oublie, un mal aimé. Les pois chiches, les lentilles, les haricots, tout ce qui est le domaine des fèves, c'est vraiment une source alimentaire de protéines. C'est une source aussi d'énergie. Donc, on a besoin d'énergie pour fonctionner, mais sans le côté sucre et inflammatoire on peut trouver même avec des pâtes blanches, avec du riz blanc. Donc on a de l'énergie. Et aussi au niveau de la gestion des hormones, les lignanes, pour pouvoir éliminer les hormones, ça a vraiment, qui sont présentes dans les légumineuses, sont importantes. Donc si on veut un peu changer, faire profiter, et je sais que ça semble bizarre de dire on va profiter de notre cancer, mais la maladie cancer peut être aussi une opportunité pour un apprentissage de nouvelles choses, pour découvrir, pour de nouvelles expériences, et aussi des bonnes expériences, et retrouver un plaisir de manger autrement des choses bonnes pour la santé. Ça fait partie de
d'une certaine opportunité et dont la consommation de légumineuses. Et j'avais une question par rapport justement aux protéines végétales et le soja en particulier. Je voudrais savoir s'il y a une corrélation entre une consommation trop importante de produits à base de soja et les cancers gynécologiques. Alors là, il y a un balancier de la médecine qui dit oui, non, oui, non. Donc, il y a un principe général, c'est que quand vous mangez un aliment, ce n'est pas la même chose que quand vous retirez le principe actif de l'aliment et vous le mettez dans une gélule. Donc, des isoflavones de soya en gélule, ça, c'est non. Ce n'est plus un aliment, on est dans un médicament, dans un complément alimentaire. Donc là, dans les cancers gynécologiques et cancers de la prostate, tout ce qui contient des phytoœstrogènes, donc des œstrogènes qu'on retrouve dans les plantes, il y en a dans le soya, il y en a dans la sauge, dans le houblon. Dès qu'on extrait ça de l'aliment pour le mettre dans une gélule, ça, il faut éviter. La consommation de soya, le soya consommé de manière traditionnelle, c'est-à-dire le tofu. Le tofu, c'est un soya fermenté. Celui-là, il y a déjà une fermentation qui rend l'aliment plus digeste et qui le modifie dans son impact phytoœstrogène. Et puis, donc ça, ce n'est pas corrélé avec les cancers. La surconsommation des autres produits de soja qu'on voit déferler sur le marché, le lait de soja, les puddings de soja, les yaourts, là, avec modération. Et c'est vraiment le maître mot aussi de l'alimentation pendant le cancer, c'est modération. Modération sur l'alcool, modération sur le soja. Il faut pas basculer dans des excès, même si ce sont des bons aliments, parce que les excès, ça déséquilibre. Il ne faut ni se priver on peut vraiment garder le plaisir et garder le lien social, et pas tomber dans des excès, dire oh le soja c'est bon, le thé vert c'est bon. Par exemple le thé vert, on recommande son effet antioxydant, il protège pour les cancers. Et moi j'ai une de mes patientes qui a bu tellement de thé vert qu'elle s'est retrouvée avec un calcul au rein parce qu'elle ne buvait plus que ça. Donc vraiment modération. C'est le mot. Et le soja, modération, ce n'est pas interdit, mais si possible du tofu qui est du soja fermenté et de manière équilibrée. J'ai posé cette question parce que j'ai lu récemment encore que, soi-disant, les petites filles qui consomment beaucoup de lait de soja sont plus à risque de développer un cancer gynécologique plus tard. Oui, mais alors on a dit ça aussi, puis on s'est rendu compte qu'en Asie, c'est le pays, dans toute l'Asie, c'est la partie du monde où il y a le moins de cancers gynécologiques. Et puis quand on met des Asiatiques aux États-Unis, ils rattrapent l'incidence de cancer que les Américains. Donc voilà, c'est multifactoriel. Je pense que les petites filles qui consomment du soja, mais parce que le soja est le reflet d'une diète déséquilibrée derrière, je pense que corrélation et cause, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut se poser la question, ces petites filles qui consomment beaucoup de soja, le soja remplace quoi dans leur alimentation? S'il remplace les fruits et légumes, alors oui, parce que c'est aussi très calorique comme aliment. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière par rapport à l'équilibre alimentaire dont vous avez parlé. Donc, vous conseillez de manger énormément de fruits, de légumes, enfin, en tout cas, une alimentation très végétale. J'ai lu récemment dans un livre que justement, beaucoup de patients mangeaient difficilement des aliments avec des fibres pendant leur traitement. Alors, on sait que les légumineuses et les légumes contiennent énormément de fibres. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller justement à ces personnes qui digèrent très très difficilement les fibres pendant leur traitement? Alors, les patientes qui digèrent difficilement les fibres pendant leur traitement, c'est que leur microbiote intestinal a aussi souffert du traitement, parce que c'est le microbiote intestinal qui est le grand assistant pour la digestion des fibres. Donc, il faut avoir une alimentation qui va un peu prendre soin du microbiote intestinal. Moi, je conseille assez facilement, alors que je donne
peu ou pas de compléments alimentaires, de quand même prendre un petit peu de probiotiques associés à des probiotiques pour entretenir le microbiote intestinal. Et qu'est-ce qui nourrit le microbiote intestinal? Ce sont les aliments fermentés. Donc, essayez d'intégrer, ça c'est pour restaurer la fonction digestive des fibres, un petit peu de choucroute, un petit peu de kéfir, même un petit peu de yaourt, si possible bio, avec une fermentation naturelle. Voilà, essayez de réintroduire avec modération un tout petit peu des petites doses. Et puis, manger des fibres, mais manger des fibres digestes, c'est-à-dire des fibres qui ont été cuites. Pas donc les fruits et les légumes cuits, et éviter les aliments qui ont des fibres dures, et je pense en particulier les choux. Les choux ont des fibres dures, difficiles à digérer. Mais donc, c'est réacquérir des compétences de digestion et donner des fibres douces au niveau alimentaire en les prédigérant, c'est-à-dire que c'est pour ça que la choucroute est très très bien, parce qu'on a le chou qui est quand même un excellent aliment qui soutient le foie dans ses fonctions de détoxification. Le chou fermenté, il est digeste et il nourrit un peu le microbiote. Et donc les aliments fermentés permettent de apporter des fibres prédigérées au fait par la fermentation. Et puis aussi favoriser l'arrivée d'aliments prédigérés. Il y a la fermentation, il y a la cuisson, et il y a le fait de hacher les fibres et donc prendre des purées, des carottes râpées, des choses râpées, purées, parce que il y a déjà une partie de la digestion mécanique qui a été faite par la préparation culinaire. Mais il faut le réflexe de dire euh, j'élimine les fibres parce que je ne les digère pas. Là, on rentre dans un cercle vicieux, parce que moins on en mange, plus le microbiote est malade. Et un microbiote, c'est les fibres qui nourrissent votre microbiote, votre écosystème intestinal. Et un microbiote affamé, qu'est-ce qu'il fait? Il mange ce qu'il y a sur place. Qu'est-ce qu'il y a sur place? Le mucus digestif et le tube digestif et les cellules de la paroi digestive. Et alors, l'intestin est enflammé, on mange et on rentre dans une boucle, et plus on élimine les fibres, plus on rentre dans le cercle vicieux. Donc c'est pour ça que à votre question, ma première réponse était: si on ne digère pas les fibres, on doit soigner son microbiote, prendre des probiotiques et puis commencer à le nourrir avec des fibres douces, pas rentrer dans cette spirale. Et cette question, elle est vraiment très très pertinente, parce que ça, c'est aussi un petit point d'ajustement avec les diététiciennes hospitalières qui ont tendance à dire zéro fibre quand les Ah oui. patients ne digèrent plus les fibres. Oui, voilà, c'est un peu un réflexe, surtout dans le cancer du côlon, alors que sur le long terme, au court terme, ça peut aider, et c'est vrai qu'en préopératoire ou en post-opératoire, ça peut aider, mais faire l'exercice de réintroduire des fibres, c'est vraiment très très important. Et ça peut être des fibres, voilà, un peu d'algues, la spiruline par exemple. La spiruline est une algue qui est riche en minéraux, riche en protéines, où il y a des petites fibres, et c'est une des façons d'enrichir l'alimentation. Là, on n'est pas dans le volet alimentation saine, on est dans le volet on veut garder sa masse musculaire et sa santé. Rajouter un peu de spiruline dans ses aliments, ça colore, dans sa soupe par exemple, ou dans un potage, ça va permettre de réintroduire aussi un peu des fibres et de nourrir son microbiote. Alors j'ai une dernière question pour vous, docteur, une question un petit peu bonus, parce que on a une grande communauté de femmes qui nous écoutent, puisque jusqu'à présent on a traité surtout de sujets qui concernent les enfants et les femmes allaitantes. Et donc j'en profite d'avoir une gynécologue sur ce podcast pour vous poser la question suivante. Est-ce que c'est vrai que l'allaitement protège les femmes du cancer du sein? Un allaitement de longue durée. Donc, comme dans les sociétés traditionnelles, 1 an et demi, 2 ans. Voilà, c'est vraiment un allaitement de longue durée. On s'en a fait le constat dans les Andes, où les femmes allaitent que d'un sein, parce qu'elles portent des grandes charges qui couvrent qu'un seul sein, et qui couvrent un sein. Donc il y a un seul sein qui est accessible aux enfants, et elles n'allaitent que d'un sein, et tous les cancers du sein sur le sein où elles n'ont pas allaité.
Et les femmes qui ont allaité ont de fait moins de risque de cancer du sein. Donc oui, mais c'est l'allaitement comme il est préconisé au niveau de l'OMS, comme il est préconisé par l'Académie de pédiatrie aux États-Unis, c'est 1 an d'allaitement. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast et j'espère que nos auditeurs auront trouvé réponse à certaines de leurs questions. Et pour les personnes qui souhaiteraient entrer en contact avec vous, où peuvent-elles vous trouver ? Moi, je propose 2 consultations en médecine intégrative. La première, c'est en soins de support, donc accompagner les gens pendant leur parcours cancer. Et la seconde, c'est en santé naturelle de la femme. Et donc, c'est justement une prise en charge de médecine intégrative pour toutes les questions de la santé de la femme, de la puberté à la ménopause, avec toutes les différentes maladies gynécologiques. Le plus simple, c'est de m'envoyer un petit mail, Ingrid Tenissen, mon prénom et mon nom, @me.com. La consultation de soins de support pour les gens qui ont le cancer a lieu à la clinique Delta, Chirec Delta à Bruxelles. Donc là, on peut prendre un rendez-vous pour justement les soins de support. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.